Depuis 2010, où les inondations ont atteint un pic record sur le continent africain, plus aucune année ne passe sans laisser d'effets dévastateurs. En août 2017, simplement, la Sierra Leone a connu l'une des pires et meurtrières inondations avec un bilan officiel de 1141 morts et disparus à la fois. L'Afrique de l'Ouest se prépare également à vivre des inondations que la région a connues depuis 10 ans. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, près de 1 700 000 de personnes seraient donc victimes des inondations en Afrique subsaharienne. Alors, quelle est la place de l'assainissement ou de la gouvernance environnementale dans ces désastres en plein cœur des capitales africaines? Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur l'émission Ici et ailleurs de Sika TV consacrée aujourd'hui à la question de l'environnement, surtout des inondations. Alors, Afrique, recrudescence des inondations, fatalité ou déficit de politique publique de prévision adéquate, c'est bien sûr le thème central autour duquel nous allons donc discuter. Et pour en parler, je reçois pour vous Nina Hungé. Elle est spécialiste changement climatique et chargée de projet à JVE Bénin. C'est bien sûr jeune volontaire pour l'environnement. Merci d'être là. Merci à vous. En face de vous, c'est Alain Tossounon, on ne le présente plus, journaliste, spécialiste eau et environnement. Alain Tossounon, merci d'être là. Bonjour, chers confrères. Alors, vous avez d'autres titres, beaucoup plus au niveau de la région ouest africaine, et c'est beaucoup plus ce qui justifie votre présence sur ce plateau pour éventuellement aborder la question au-delà donc des frontières béninoises que vous maîtrisez beaucoup plus. Alors, comment expliquez-vous, par exemple, M. Tossounon, ce contraste des pays qui connaissent à la fois le canicule et en même temps les inondations? Actuellement, à l'heure où nous parlons, où nous faisons cette émission, le Sénégal traverse les pires moments donc, de sécheresse et dans le même temps, à côté, il y a les inondations. Non, c'est tout à fait normal. Je crois que avec les changements climatiques, on devrait s'attendre aux deux extrémités, c'est-à-dire à la fois, donc on aura les sécheresses, mais aussi on aura également au niveau des villes côtières, on doit s'attendre à des inondations, donc des inondations qui ont des causes absolument multiples. Notamment, vous avez l'urbanisation qui n'a pas été, disons, une politique publique réussie au niveau donc, de nos villes capitales. Mais vous avez également tout ça là exacerbé par les effets des changements climatiques, parce que vous avez une quantité de pluie, une quantité d'eau donc qu'on avait en un mois, qu'on peut avoir en juste 2, 3, 4 jours. Et donc, comme les villes ne sont pas préparées, alors il y a des débordements. On n'a pas des ouvrages d'évacuation de ces eaux. Et à tout cela, donc, il faut voir aussi l'avancée de la mer. Et tout ça, ça contribue effectivement à exacerber le phénomène au niveau des villes côtières, mais aussi dans les parties, nous sommes proches, dans les villes qui sont proches du Sahel, évidemment que vous avez la sécheresse aussi qui évolue. Alors, Madame Nina Hungé, Alain Tossounon parle d'une urbanisation à la limite sauvage. Est-ce que vous pouvez penser que 50 ans après, on peut être encore à parler de ces problèmes, surtout dans les grandes villes comme Niamey, comme Abidjan, où l'inondation fait beaucoup de victimes aujourd'hui? Est-ce qu'on peut parler encore des questions de l'assainissement, de l'urbanisation? Tout à fait, cette question-là persiste. N'allons pas loin pour parler du Niger, de Niamey. Commençons à Cotonou, où les inondations surviennent à la suite de petites quantités de pluie. Moi, j'estime ça comme petite quantité de pluie parce que sous d'autres cieux, ces mêmes quantités de pluie ne conduisent pas à des inondations à la hauteur de ce qu'on voit. C'est essentiellement une question d'urbanisation. C'est vrai, il y a les changements climatiques qui conduisent à des extrêmes, c'est-à-dire sécheresse et puis inondations. Mais il y a beaucoup l'impact anthropique qui amplifie, d'accord, les effets que nous ressentons. Il y a une question de préparation. Urbanisation, d'accord, mais une question de préparation en amont, de prévention face à ces risques-là qui manquent dans nos grandes capitales. Ça manque l'effet anthropique, vous dénoncez là les politiques d'urbanisation de façon générale sur le continent. Donc ça voudra dire que de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique de l'Est, on n'a jamais prévu
en tout cas, répondre de façon pratique à ce genre de catastrophes. Mais lorsque, à l'intention, vous parlez tout à l'heure de l'avancée de la mer, on va y aller pêle-mêle. Il y a quand même des épis qui sont réalisés. Ouais. Non, mais la question donc, des épis qui constituent donc, des réponses donc, à l'avancée de la mer, c'est tout à fait récent. C'est tout à fait récent et on parlait donc de l'impréparation de nos villes. Même au niveau des villes côtières, vous constatez qu'il y a une installation sauvage des populations. Donc, et tout ça, ça fait que effectivement les réponses ne sont pas donc, à la mesure donc, du phénomène. Et il faut s'attendre dans les prochaines années encore à ce que effectivement que ces villes-là connaissent davantage donc vous faites peur aux populations. Non, il faut absolument parce que depuis, par exemple, vous prenez le cas sierra-léonais, le président Mada Bio, pour ce qui s'est passé dans la nuit du 14 août, a annoncé des actions fortes. En Côte d'Ivoire, on a vu tout un quartier rasé après donc les inondations. Donc ça voudra dire que des actions sont aujourd'hui entreprises dans ce sens-là, au point où on va quand même endiguer le phénomène. Non, je crois que vous savez, il faut... Vous parlez que c'est des trompieux. Nos États, de façon générale, en Afrique, vous avez souvent des actions donc, spontanées, mais pas d'actions durables. En réalité, la question de l'eau, les inondations ne devraient pas être un problème. Ça devrait beaucoup plus être une opportunité. Parce qu'à partir du moment où vous avez... Tous ces pays ont des problèmes d'énergie. Tous ces problèmes ont des problèmes de pauvreté. Alors, vous comprenez comment, aujourd'hui, on peut avoir de l'eau et être pauvre. On peut avoir de l'eau et ne pas avoir de l'énergie. Ça cause un problème. Ça veut dire que nos États sont incapables donc d'élaborer des politiques publiques qui prennent en compte les inondations comme étant des opportunités. Quand je prends le cas du Bénin, depuis 2010, où nous avons eu les plus graves inondations dans notre pays avec beaucoup de morts, 55 communes touchées sur les 77 communes que nous avions, qu'est-ce qu'on a pu élaborer comme politique publique jusqu'à maintenant, où les chercheurs ont annoncé qu'une décennie après, on devrait s'attendre encore à la situation de 2010. Et je crois qu'on n'est pas loin de cette situation-là. C'est annoncé. Tout simplement parce que on n'a pas mis en place donc, des solutions, on n'a pas recherché des solutions durables. Les solutions durables, c'est quoi? Quand vous prenez Non, on va venir tout à l'heure aux solutions. Ouais. Parlant donc du Bénin, aujourd'hui c'est nous sommes en pleine rentrée scolaire. On apprend que dans certaines régions du pays, nous avons le département du Zou qui englobe une bonne partie du fleuve Ouébé. Plus de 1700 élèves aujourd'hui n'ont pas encore retrouvé le chemin des classes. Il y a des cultures qui sont inondées, il y a des élevages qui sont également détruits. Bref, est-ce que vous notez là une volonté à la fois des politiques d'endiguer le phénomène à travers donc des prises de décision, mais qui ne se traduisent pas dans les actes sur le terrain? Je pense qu'il y a effectivement des prises de décision, mais des prises de décision sporadiques, spontanées, comme l'a dit M. Tosuno, des réactions. Il n'y a pas une idée ou des actions pour penser une durabilité, une pérennité des actions à mettre en œuvre. Mais on réagit dès que l'événement survient, ce qui fait qu'on est toujours dans les mêmes situations. Et comme il l'a dit, d'ici 2020, on s'attend encore à des événements à la taille ou peut-être plus que ce qui s'est passé en 2010. Et ça, tant qu'on ne va pas se préparer, tant qu'on ne va pas prendre des mesures sérieuses, eh bien, chaque année, les enfants vont démarrer l'école tard, on aura des cultures avariées et voilà, la situation va perdurer. C'est une question de planification, une question de changement de mentalité également qu'il faut qu'on développe dans notre pays. Mais vous, en tant que jeune volontaire pour l'environnement, que faites-vous dans ce sens-là? Parce que vous attendez tout des autorités. Si aujourd'hui vous êtes président de la République. C'est pas comme si on laisse tout à l'État. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a quelques semaines, toujours dans ce mois de septembre, J.V. Béni avait été sollicité par la commune d'Atiémé, que nous connaissons être très soumise aux effets des inondations. Et cette année encore, l'alerte a été donnée que voilà, il y a possibilité, il y a des risques. Le fleuve Mono a fait des vagues dans la région. Et avec les lâchers d'eau du barrage, eh bien, il y a des risques que une grande partie de la commune soit affectée. J.V. Béni était à leur côté pour actualiser
le plan de contingence communal. Ils avaient déjà un plan de contingence communal qui a été actualisé avec le concours de beaucoup d'acteurs, beaucoup de parties prenantes, les communautés, même la NPC qui était présente. C'est-à-dire qu'il y a des efforts sont faits par différentes couches de la société, juste qu'on ne voit pas la pérennité, la durabilité de ces efforts. Je crois que c'est l'aspect à améliorer. Alain Tossoudon, vous évoquiez tout à l'heure des solutions parce que ce sont ces solutions qui vont constituer véritablement un rempart aujourd'hui contre le phénomène devenu cyclique et habituel pour les populations. Qu'est-ce que, entre autres, vous préconisez, vous, à votre niveau? D'abord, il faut saluer les efforts. J'appelle ça des efforts timides et insuffisants parce que on a constaté qu'avec la NPC, on n'enregistre pas encore de pertes en vies humaines, malgré ce qu'on a connu dans le Nord. Et pour un peu donner plus d'alerte par rapport donc, à l'avancée de ce phénomène, c'est que vous avez des communes du Nord qui autrefois ne connaissaient pas des inondations et qui aujourd'hui sont en plein dans ce phénomène-là. Vous avez vécu avec nous le pont de Malanville qui s'est effondré parce que, évidemment, le fleuve Niger, chaque année, sort de son lit. Et donc, on enregistre une grande quantité d'eau. Et toute la partie septentrionale, aujourd'hui, connaît ces inondations. Mais qu'est-ce qui a été fait pour qu'on n'en arrive pas à cette catastrophe, oui, à cette extrémité, ça? Oui, ce qui est fait, c'est que, déjà au niveau du bassin du Niger, puisque nous avons ce fleuve en partage, le fleuve Niger, on l'a en partage avec un certain nombre de pays, le Burkina, et évidemment le Niger, mais on se rend bien compte que il n'y a pas une anticipation. Quand je parle de solutions durables, c'est que ce phénomène-là... Vous avez l'impression qu'on pouvait prévenir l'effondrement de ce pont-là? Non, évidemment, on pouvait prévenir parce que ça fait près d'une dizaine d'années qu'on a constaté que, en fait, le fleuve sort de son lit. Soit on fait le dragage et on arrive à contenir le grand flux, soit on crée un certain nombre de bassins de rétention. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a le Parlement a autorisé la réalisation d'un certain nombre de barrages dans le Nord, 4 barrages, et c'est maintenant que ça commence. Or, on aurait pu commencer depuis une dizaine d'années. Donc, ces différents barrages peuvent permettre de mobiliser, de discipliner l'eau donc au niveau de ces barrages-là. Et en même temps, ces barrages-là, on va valoriser cette eau pour des cultures, pour le maraîchage et pour la pisciculture et tout. Donc, je pense que nos États manquent en fait d'ambition. Et quand je parle de solutions durables, c'est déjà qu'il faut réaliser ces grandes infrastructures de mobilisation d'eau. C'est de l'argent. Il paraît par exemple qu'un épi, en France par exemple, réaliser un épi, ça coûte pratiquement 1 million d'euros, mais au Bénin, un seul épi, ça coûte pratiquement 10 millions d'euros. Non, moi je parle des grandes infrastructures des barrages. Ça fait plus de 10 ans que quand vous allez dans le ministère donc chargé donc, de gérer les ressources en eau, le ministère de l'eau, vous avez 2 grands barrages qui ont été prévus pour être réalisés. Mais on n'avance pas en matière de mobilisation des ressources depuis le régime passé. Togo, Bis et autres. Si on arrivait donc à réaliser ces 2 barrages, ces 2 grands barrages, on va pouvoir donc arrêter donc l'intensité donc de la crue. Donc ce sont les eaux du Nord qui viennent créer le surplus au niveau du Sud. Et c'est ça qui fait que ces eaux nous envahissent ici dans la partie donc méridionale. Donc il faut réaliser ces barrages. Il faut y aller. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous parlez d'argent, mais je pense qu'il faut savoir investir. Il faut savoir investir parce que non seulement on va régler la question donc, des inondations, mais en même temps, on va résoudre des problèmes de pauvreté. Des problèmes de pauvreté parce que tout simplement, on ne parle plus donc, de barrages juste pour l'hydroélectricité, mais on parle de barrages à but multiple parce que tout simplement, les barrages vont nous permettre d'avoir donc de l'énergie propre, donc l'hydroélectricité. Vous savez que on investit beaucoup de milliards. Moi, j'aurais aimé, par exemple, qu'on fasse cette option donc d'hydroélectricité que d'aller, bon, voilà, vous comprenez ce que je dis. Mais aussi à côté, donc valoriser cette eau pour un certain nombre de cultures, de contre-saison. Vous savez, dans notre pays, on manque de tomates à une certaine époque de l'année. C'est aberrant. Donc, je crois que si notre pays veut être ambitieux, si nos dirigeants veulent être ambitieux, il faut absolument cette politique publique qui permet donc de mettre au cœur donc de l'action la valorisation de ces ressources en eau pour que ça ne continue pas d'être un problème, mais beaucoup plus une opportunité. Madame Ngué, qu'est-ce qu'au niveau de JVE, vous préconisez aujourd'hui pour que véritablement, une fois pour toutes, on puisse régler cette question?
Vous savez, notons que l'eau est une matière indisciplinée, têtue. Et tant que vous ne lui donnez pas sa place, elle cherchera une place. Elle trouvera toujours son chemin tant que vous restez sur son chemin. Et donc, le problème, ce n'est pas l'eau. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est les actions que nous devons mettre en œuvre pour discipliner l'eau, tel que l'a dit M. Tossounon. À JVE-Bénin, il y a plusieurs actions qui sont menées de façon pratique et également en termes de plaidoyer. Il y a par exemple le projet SRJS, Shared Resources Joint Solutions, qui est réalisé avec le soutien de l'IUCN Pays-Bas et qui promeut la prise en compte des écosystèmes naturels, la prise en compte des biens publics mondiaux, la biodiversité, l'eau, la faune, ainsi de suite, la préservation de ces ressources-là et leur gestion durable dans plusieurs communes du Bénin. Cela passe par le plaidoyer parce que la première étape, c'est d'abord qu'on change notre façon d'entrevoir les catastrophes, qu'on prenne en compte notre responsabilité et qu'on travaille à mettre en œuvre des actions durables. Et donc, c'est pour ça que ce projet ou ces actions-là sont principalement focalisées sur le lobby et le plaidoyer, à amener les politiques à intégrer des actions durables dans leur planification de gestion des ressources naturelles. C'est déjà un pas. Et il y a plein d'autres actions qui sont menées au niveau communautaire. Mais est-ce que vous êtes écouté? Ça vient petit à petit. Vous savez, les politiques et les habitudes ont la tête dure ou les oreilles dures, dois-je dire. Mais ça vient petit à petit. Il y a des résultats qui sont observés dans les communes où aujourd'hui les communautés comprennent qu'elles doivent jouer un rôle avec l'appui de ces actions de plaidoyer qu'on mène. Les communes également dans leur planification qui comprennent maintenant qu'il faut intégrer des actions durables et intégrer les communautés affectées de manière à ce que les résultats tiennent dans le temps et ne soient plus des résultats spontanés, des résultats sporadiques qu'ils vont avoir. Alain Tossounon, on a noté chaque fois qu'il y a ces catastrophes, un état d'urgence est décrété, l'aide humanitaire est sollicitée et chaque année, ça se répète. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est quand même une manne pour les autorités de ne pas régler tel que vous le dites, la question, parce que ça rapporte de l'argent chaque année. On entend, on connaît la période, c'est aussi les périodes des grandes élections en Afrique, donc il faut gagner quelque chose par là. Non, je crois que le Bénin n'est pas seul dans le cas, hein. C'est, comme vous l'avez annoncé, c'est un peu partout. On gère la catastrophe et puis bon, après on attend, on croise les bras et puis on attend. Et à l'occasion, on mobilise beaucoup de ressources. Bon, on va au secours, donc au chevet des communautés et puis bon, après ça passe. Alors que la question doit être vue sur plusieurs angles. Vous avez, dans le même temps, nous avons la déforestation qui augmente. Et lorsque on détruit tout le couvert végétal, c'est qu'on encourage. Lorsque l'eau arrive, il n'y a pas de couvert végétal. Ça fait partie des conséquences humaines des inondations. Et je vais illustrer ça par la commune de Banikwara, qui n'avait jamais connu une inondation, mais qui aujourd'hui, parce que les sols sont devenus nus, on a dévasté tout, on a enlevé tout le couvert végétal. Aujourd'hui, les eaux de ruissellement, donc bonjour les dégâts. Donc ça veut dire que si on veut combattre efficacement, si on ne veut pas faire des inondations, donc une occasion donc de gérer les ressources, la manne comme vous le dites. Mais si on veut régler de façon durable, ça veut dire qu'il faut absolument donc combattre la déforestation. Il faut aussi anticiper au niveau des petites villes qu'on a. Parce qu'on considère que Cotonou, on a fait l'erreur donc d'installer donc les populations là il ne faut pas. Nous connaissons très bien qu'il y a des marécages qu'il ne fallait pas occuper, que les autorités d'hier et jusqu'à aujourd'hui continuent donc à vendre des terres alors que ces terres-là ne doivent pas être habitées, sont destinées. Donc ce sont des couloirs de l'eau, mais on les a occupés. Mais ce qu'il faut faire dans les autres villes, c'est qu'il faut anticiper. Vous prenez la commune d'Abomey-Calavi, vous avez déjà, lorsqu'il pleut et qu'il y a abondamment d'eau, vous avez des quartiers, des zones qui sont déjà inondées. Ça ne devrait pas être le cas. Donc il faut l'urbanisation. Et je crois qu'on annonce que d'ici 2050, vous voyez, les capitales africaines vont abriter la moitié des populations de leur pays. Ça veut dire qu'on aura encore un flux et les gens, donc à la recherche de là où ils vont crècher, là où ils vont habiter, vont encore envahir ces zones qui ne sont pas destinées donc à être. Donc je crois qu'il faut cette politique publique qui permet
de réorganiser la carte de nos villes, de construire des ouvrages d'évacuation d'eau pour, en fait, et valoriser. Vous avez dans certaines villes, hein, quand vous sortez de notre pays, vous avez dans certaines villes, vous avez des lacs artificiels qui sont absolument réalisés pour recueillir tout ce qu'il y a comme eau fluviale et qu'on remet même pour la consommation. Vous allez dans une ville comme Stockholm, vous avez c'est les eaux fluviales qui sont récupérées et qu'on remet dans le circuit et que vous avez dans votre robinet. Parce qu'on pense que l'eau, c'est une ressource illimitée, mais un jour, on aura des problèmes par rapport à l'eau, parce qu'avec les changements climatiques, il est annoncé une diminution de l'ordre de 20 à 40% en termes de pluviométrie. Ça veut dire qu'on n'aura pas suffisamment d'eau. Donc, je crois qu'il faut que nos autorités prennent conscience et que dans cette politique publique, qu'on puisse régler la question de la déforestation, du couvert végétal, qu'on voit l'urbanisation et qu'on réalise ces bassins, ces infrastructures pour pouvoir recueillir, mobiliser les ressources en eau. Sans quoi, je crois que chaque année, on va retourner dans la même situation. On va toujours crier, les ressources vont venir. Il y a des efforts qui sont faits. Aujourd'hui, on n'a pas de pertes en vies humaines. Mais il est clair que vous avez aujourd'hui beaucoup de superficie. Avec déjà ce qu'on a connu dans le Nord, vous avez plusieurs hectares qui partent en fumée et on risque de tomber toujours dans la pauvreté puisque ces populations vont se retrouver du jour au lendemain sans savoir qu'est-ce qu'elles vont manger. Madame Ngué, en 2017, 56 personnes, dont une vingtaine à Niamey, ont péri dans des inondations qui ont affecté plus de 206 000 ménages. Déjà, en 2012, des inondations avaient tué une dizaine de personnes et fait quelques 500 000 sinistrés, provoquant des dégâts estimés à environ 148 millions d'euros, toujours parlant du Niger. En 2018, la menace, elle est grande, les crues sont déjà là et le fleuve Niger a déjà coupé le Niger du Bénin. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les autorités laissent la situation perdurer afin de profiter véritablement? Avant de répondre, je voudrais ajouter aux chiffres que vous avez avancés qu'en 2010 au Bénin, il y a eu environ 78 billions de francs CFA en termes de dommages et de pertes à l'issue des inondations de 2010. Le problème perdure. Je ne dirais pas qu'il y a un laxisme du côté des autorités. Ils font des efforts, d'accord? Remarquons qu'au fil des années, des efforts sont faits. Juste que ce n'est pas encore à la hauteur de la situation que nous avons. Ce n'est pas encore à la hauteur des problèmes auxquels nous faisons face et cela ne prend pas en compte la dimension durabilité. Je reviens toujours sur la durabilité parce que tant qu'on ne va pas penser futur, tant qu'on ne va pas penser les générations à venir, qu'on va penser nous seuls, on va penser notre popularité d'aujourd'hui, eh bien, nos politiques de planification ne vont pas profiter aux communautés. Ça va leur profiter sur le champ. On dirait on leur a amené des sacs de riz, on leur a amené telle chose, les populations seront contentes, mais au fond, le problème va perdurer. Il faut juste un changement de mentalité. J'insiste sur le changement de mentalité parce que dès que nous comprendrons l'enjeu de ces inondations, ce ne sera plus une catastrophe, ce sera une opportunité de nous développer. C'est aberrant qu'aujourd'hui, ce soit à une certaine période de l'année, que ce soit le Burkina ou le Niger qui nous fournissent de la tomate, alors qu'on est dans un pays côtier où on a un réseau hydrographique très développé. C'est parce qu'à notre niveau au Bénin, je pense que la planification des politiques ne prend pas en compte un développement durable, mais un développement spontané. Mais petit à petit, cela vient. Je ne dis pas que rien n'est fait, mais petit à petit, cela vient. Et avec le temps, les choses changeront petit à petit. Est-ce que vous pensez effectivement qu'un jour, les populations pourront, avec leur résilience, s'adapter à ces phénomènes et répondre sans l'apport des autorités au changement climatique? Non, tout le monde doit y contribuer. Il y a déjà un certain nombre de choses qui sont faites avec le PANA. Le PANA qui est donc le programme national d'adaptation. Il y a eu un PANA 1, il y a eu un PANA 2. Moi j'ai été par exemple dans la commune d'Adjo où j'ai pu voir qu'avec le PANA, les populations, il y a un certain nombre de cultures, beaucoup plus, il y a des espèces qui sont promues pour que les populations puissent réussir leur adaptation. Mais c'est insuffisant. C'est insuffisant, il faut accompagner. Oui, mais monsieur Tosno, vous qui êtes dans un réseau de journalistes dans l'Afrique de l'Ouest pour des questions de l'eau, est-ce que vous avez noté une certaine collaboration entre des organisations régionales afin de répondre au niveau frontalier, par exemple, à ces problèmes? Oui, il y a des efforts sous-régionaux qui sont faits au niveau du Niger. Donc vous avez
donc au niveau du bassin du Niger. Donc parce que vous avez l'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de fleuves qui sont en partage. Vous prenez le fleuve Sénégal, vous prenez le fleuve Niger, vous avez également l'organisation pour le bassin de la Volta, et vous avez le fleuve Mono que nous partageons avec le voisin. Vous savez, par exemple, c'est ça qui a abouti à la construction du barrage d'Adjarala, qui est en cours avec le financement de la Banque mondiale. Chaque pays ne peut pas mobiliser facilement à lui seul des ressources pour réaliser les grandes infrastructures hydrauliques. Et au niveau de la CEDEAO, il y a même des principes directeurs. Il y a des principes directeurs pour pouvoir réaliser ces barrages-là, pour permettre aux populations donc riveraines de pouvoir bénéficier donc des fruits de ces barrages-là. Mais il faut que, absolument, au niveau de chaque pays aussi, que des efforts soient entrepris. Parce que lorsque vous prenez, par exemple, notre pays, vous demandez, mais depuis 1960, est-ce qu'on a combien de barrages qui sont propres? Vous avez un seul, c'est Yepao. En dehors de Yepao, c'est que le Bénin ne dispose pas à lui seul. Bon, il y a eu après, mais je crois parce que on a traîné les pas par rapport à la production d'énergie, par exemple, alors qu'on a suffisamment d'eau. Et cette eau, elle finit dans la mer, elle nous revient, elle s'évapore, elle nous revient encore chaque année, mais on est incapable de la valoriser pour pouvoir répondre donc aux besoins de développement et en termes d'énergie, en termes d'agriculture. Par exemple, nous avons une agriculture qui est dépendante de la pluviométrie. Ça n'a pas de sens. Les questions d'irrigation et tout. Donc, je crois que si on arrivait à valoriser l'eau, c'est que l'eau ne sera plus un problème, mais beaucoup plus une richesse que nous allons absolument, qui va nous permettre donc de nous développer. Aujourd'hui, des études sont déjà faites. Et on connaît les communes qui sont beaucoup plus exposées donc au changement climatique. C'est le cas de la commune d'Adjoum, par exemple. Vous parlez du Bénin spécifiquement. Du Bénin spécifiquement. Ben, mais en Afrique, oui, voilà, en Afrique également, vous avez un certain nombre. D'abord, tous les pays côtiers sont exposés au risque des changements climatiques. Parce que tout simplement, ces pays-là, avec l'avancée donc de la mer, ces pays-là sont obligés de développer des politiques communes. Aujourd'hui, quand on prend le fleuve Mono, le Bénin à lui seul ne peut pas entreprendre un certain nombre d'actions. Parce qu'il faut le faire avec le Togo, parce que nous avons ce fleuve-là que nous partageons avec le Togo. Donc, je crois qu'il faut au niveau, et c'est ce que nous faisons au niveau du réseau, c'est de montrer aux pays l'importance de ces grandes infrastructures hydrauliques qui vont permettre à la fois de régler les questions d'inondation, mais de contribuer efficacement au développement en valorisant donc ces ressources en eau. Est-ce que vous avez l'impression que de politiques adéquates, telles que à travers vos plaidoyers, vous pensez que dans les jours à venir, il y aura des politiques adéquates pour répondre à la problématique? Tout à fait, ça va venir avec le temps. Vous notez des volontés? Tout à fait, tout à fait. La volonté y est. Et l'accompagnement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a beaucoup plus de la politique qui prime sur la gestion? En quelque sorte, oui. Mais avec les plaidoyers, ça prend corps. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, dans le bassin du Mono, la gestion des inondations ne se fait plus uniquement, quand je prends le cas de la commune d'Atiémé, seulement au niveau de la commune. Mais il y a une organisation des communes qui sont dans ce bassin-là, qui travaille à ce que la gestion se fasse tant en amont qu'en aval. Parce que vous savez, les inondations, on les constate en aval du bassin. Mais ça commence depuis l'amont du bassin. Lorsque le couvert végétal est rasé, d'accord, au nord du bassin, c'est tout à fait normal qu'à la fin, ceux qui sont en bas, ceux qui sont en aval soient inondés. Il y a des changements de mentalité en termes de prise en compte des mesures durables d'adaptation et de renforcement, voilà, de la résilience des communautés. Par exemple, aujourd'hui, les mesures d'adaptation ne sont pas que basées sur ce qu'on apprend des autres pays, mais il y a la prise en compte des valeurs endogènes, d'accord, des connaissances endogènes qui sont intégrées dans la gestion des catastrophes aujourd'hui, basées sur la connaissance des communautés elles-mêmes déjà, parce que les communautés à leur niveau ont des mesures d'adaptation traditionnelles sur lesquelles il faut bâtir maintenant une plus forte résilience. Et donc, il y a des choses qui se font dans ce sens. Ça va venir avec le temps. Alain Tossoudro, dans vos investigations, est-ce que vous notez des cadres quand même adéquats, disponibles pour répondre de façon opérationnelle? Parce que c'est aussi ça la question. On va chercher l'expertise ailleurs et si elle met du temps à venir, eh bien, bienvenue les dégâts. Non, on n'a plus rien à inventer. Je crois qu'il y a déjà eu suffisamment de séminaires et d'ateliers, de conférences
pour promouvoir le partage d'expériences. Donc, elle a parlé de résilience et tout. Je crois que quand vous prenez un pays comme le Niger, je crois que la CEDEAO avec l'IUCN ont développé donc un certain nombre d'expériences pour voir comment on peut, la question de la sécheresse, parce que quand on parle d'inondation par-ci, il y a aussi la sécheresse ailleurs, comment on peut restaurer les sols, comment on peut, même par rapport aux inondations avec les pierres et tout ça. Donc je crois que on a déjà les connaissances qu'il faut pour pouvoir donc contrer le phénomène. On a aussi l'expertise aujourd'hui. Moi, mon problème, c'est que les politiques ne planifient pas pour la durée. Chacun vient. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on ne met pas l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut? Oui, absolument. Pour dire pourtant, que la politique prime sur la gestion. Vous avez un certain nombre de recherches. J'ai dit qu'il y a des connaissances. Parce que vous avez. Vous ne pouvez pas me dire qu'au Bénin, on n'a pas des têtes pensantes en matière d'inondation. Je peux citer le professeur Michel Bocor, le professeur Cléjo et tout. Mais il y a comme. Entre la recherche et ceux-là qui sont dans l'action, il n'y a pas un creuset pour qu'on puisse valoriser les recherches qui sont faites. Donc je crois qu'il revient donc aux politiques d'inviter donc tous les chercheurs et de mettre en place une bonne politique publique pour dire dans 10 ans, dans 20 ans, voilà ce qu'on doit faire en termes d'inondation. Si on doit déplacer les gens dans Cotonou, il faut le faire. Ailleurs, comme au Sénégal, on dit, à Dakar, on dit qu'il faut créer de nouvelles villes. On a vu au Maroc, à Casablanca, où on a déplacé des populations qui étaient mal situées. On les a carrément déplacées. On a créé d'autres quartiers, on a créé d'autres villes. Il faut en arriver là. Et je crois qu'il faut avoir le courage politique pour y arriver. Nous savons très bien, quand vous prenez à Cotonou des villes comme Agla, et ça se passe un peu partout dans nos capitales africaines, vous avez vu en Côte d'Ivoire, on a dû raser carrément. Je pense qu'il faut ce courage politique pour déplacer les gens. Mais le faire, il faut faire un déplacement à visage humain, c'est qu'il faut anticiper, aller leur créer donc d'autres quartiers, si c'est d'autres villes qu'il faut créer. Nous avons aujourd'hui, quand on prenait Cotonou, vers Alada, je pense qu'on a encore de l'espace, vers Ouida, on a encore de l'espace. Il faut absolument un jour que nos autorités aient le courage que la question de l'urbanisation soit une priorité et qu'on envisage vraiment le déplacement des personnes sans quoi l'eau va toujours envahir les habitations et ça va créer la pauvreté, ça va créer les maladies et puis on ne s'en sortira jamais. Voilà, les inondations, à vous écouter tout de sur ce plateau, ne devraient pas constituer une fatalité. Mais on a l'impression que c'est la mauvaise politique publique de prévision adéquate qui pose beaucoup plus de problèmes. Vous êtes ONG jeune, vous intervenez donc au niveau beaucoup plus lobbying, plaidoirie. Mais quand vous écoutez les acteurs politiques que vous rencontrez, les cadres techniques, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une coordination au niveau ne serait-ce que de la réflexion? Oui, il y a une coordination et non, il n'y a pas une coordination. Il y a une coordination sur le papier. D'accord? Il y a une coordination à l'extérieur, au vu des partenaires techniques. Il y a une coordination au vu de l'opinion publique. Mais il y a les intérêts personnels qui endiguent cette coordination au sein même du fonctionnement intrinsèque de ces institutions. Sur papier, je vous assure, la coordination elle est parfaite. Toutes les parties prenantes sont impliquées, les communautés sont impliquées, tout le monde est impliqué. Mais en réalité, dans la pratique, lorsque la gestion des actions sur le terrain intervient, il y a telle institution qui dit c'est ma part, non, c'est à moi de mener l'action. Eh bien, il y a de ces petits intérêts personnels qui parfois continuent de poser problème, d'accord, à la bonne mise en œuvre des partenariats entre les institutions pour la bonne gestion des politiques. Mais je voudrais également ajouter que pour déplacer des communautés ou par exemple pour les relocaliser, dois-je dire, les mettre dans un autre environnement, c'est tout un processus qui doit se faire sur une longue durée. Ce n'est pas l'affaire d'un seul gouvernement qui ferait un mandat de 5 ans. C'est une politique pérenne qui doit être mise en place et suivie par tous les régimes qui viendront par la suite. Sur 5 années, on ne pourra pas déplacer une communauté, tel que vous le dites. Ça voudra dire que sur 5 ans, il y aura des pertes en vies humaines. Oui, vous savez, déplacer les populations. Là, est-ce que vous ne rejoignez pas? Il faut quand même une volonté politique courageuse, comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, comme Alain Tosson l'a soulevé. Donc, prendre l'initiative, parce que lorsque vous envisagez un mandat,
l'électorat que vous envisagez, eh bien, vous ne pourrez pas quand même avancer. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte dans ce processus de déplacement des populations. Est-ce que les politiques sont prêtes aujourd'hui à déplacer ces populations au risque de se faire une mauvaise image auprès de ces populations qui seront déplacées? L'électorat sera à prendre un coup. Quand on regarde tout ça, on ne va jamais y arriver. Et les communautés elles-mêmes ne sont pas prêtes à partir. Vous allez peut-être dans un village du Bénin où ils sont inondés 9 mois sur 12, vous leur proposez d'aller ailleurs où ils ont des terres, ils auront des logements pour rester. Ils vous diront, c'est les valeurs intrinsèques de ma communauté sont à cet endroit précis. Tout ce que mes ancêtres m'ont laissé sont ici et c'est légitime. Ils veulent conserver la culture. Donc cette dimension culturelle, cette dimension sociale peut être repensée dans les politiques de déplacement des communautés. Ce sera un long processus, mais c'est pas impossible. Alain Tossoudon, vous pensez que les politiques doivent se départir donc, de l'électorat pour poser des actions concrètes? Ce faisant, est-ce que la question sera réglée? Parce que, au-delà de tout, la pluviométrie dans les localités que vous avez citées et qui sont proches de l'Afrique, même si vous parlez beaucoup plus de l'Afrique de l'Ouest, en Tunisie, ce qui s'est passé tout dernièrement, vous l'avez suivi également, des pluies diluviennes qui ont emporté des véhicules qui ont fait au moins 5 morts. Ça veut dire que la question n'est pas seulement relative à l'Afrique de l'Ouest qui, nous apprend-on, est menacée par de fortes pluies courant septembre, octobre et novembre. Non, je crois qu'il n'y a pas que l'Afrique. Hein. Vous avez suivi avant, il y a l'ouragan Florence. Et puis, j'ai été effondré quand, même au Québec, à Gatineau, Ottawa a été aussi, a connu une grande tornade, jamais vue. Donc, je crois que... Mais le problème, c'est que nos pays n'ont pas les moyens de faire face à ces phénomènes extrêmes. Et c'est pour ça que... Ils n'ont pas les moyens ou ne veulent pas, parce qu'il ne manque pas quand même. Il y a le fonds vert, par exemple, le climat qui est disponible. Oui, les gens vous accompagnent, mais les fonds sont dilapidés. Oui. On vous parle de 2 milliards de francs CFA hollandais dilapidés dans votre pays. Oui, je crois que quand je parle de moyens, c'est lorsque le phénomène extrême arrive ici. Est-ce que nos sapeurs-pompiers ont par exemple des hélicos pour aller sauver les gens, comme on le voit un peu par ailleurs? On n'a pas les moyens de répondre aux grandes catastrophes. Donc c'est pour ça. Vous avez vu en 2010 ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des efforts qui sont faits pour éviter qu'il y ait des pertes en vies humaines parce qu'il y a le projet SAP qui permet d'alerter. Mais lorsqu'on sauve les vies humaines, mais on ne peut pas sauver tout ce qu'il y a comme culture et autres. C'est pour ça, les dégâts matériels, il faut les minimiser parce que nous sommes encore des pays pauvres. Et pour le faire, il faut ces politiques publiques courageuses qui permettent de dire, dans 20 ans, dans 30 ans, voilà ce que Cotonou doit être en termes de carte. Vous avez aujourd'hui notre gouvernement qui fait de l'alpha-stage, qui veut améliorer les rues et autres. Mais si on ne règle pas de façon durable la question donc des ouvrages, donc d'évacuation des eaux, mais on va avoir des routes bien faites, mais qui seront envahies d'eau. C'est ça le gros problème. Il paraît qu'il n'y a pas d'innovation en termes de route. On va juste déplacer les pavés et mettre le mais solide. Donc, moi je pense que la question qui doit être urgente, qui doit être réglée avant qu'on parle d'aménagement, c'est d'abord retracer la carte, par exemple, de la ville de Cotonou. Améliorer le cadre de vie des populations. Et savoir comment on règle la question de façon définitive de l'évacuation de l'eau dans la ville de Cotonou. Ça quoi? On est obligé parfois, lorsqu'il y a une grande pluie, d'attendre 1 heure ou 2 heures avant de continuer sa route. Et tout ça, on peut quantifier ça en termes de pertes pour les... Donc je crois qu'il faut une politique publique étalée sur 20-30 ans, sur laquelle tous les régimes viennent et donc marchent dessus, pour qu'on s'assure que, pour redessiner donc la carte de nos villes, vous voyez, Parakou, Porte-Nouveau et autres vont connaître la même chose si on anticipe pas. Au Bénin, on enregistre déjà des réfugiés climatiques. Il y a déjà des villages qui disparaissent à chaque année. Il y a des villages. Quand vous allez à Grand Popo, à Tiémé, vous avez un certain nombre de villages déjà où des habitations sont parties. Ça commence aussi au nord. Alors, finalement, si on n'a pas des mesures durables, donc, c'est que on va se réveiller un beau jour, on va se rendre compte que peut-être une bonne partie aussi de Cotonou va partir avec l'avancée de la mer. Alors, aujourd'hui, la question, elle se pose beaucoup plus en termes d'aménagement. Alain Tossoudon pense que la politique doit être courageuse donc, pour déplacer les populations afin de permettre, vous l'aviez dit aussi, l'eau est têtue. Si vous ne lui faites pas de la place, elle s'en trouve une qui lui convient.
dans les capitales africaines. En Côte d'Ivoire, on a rasé. Au Burkina Faso, les jeunes, au lendemain donc, de l'inondation de la Côte d'Ivoire, ont procédé au curage d'un certain nombre de retenues d'eau pour pouvoir donc faire face éventuellement aux inondations à venir. À Niamey, on ne sait pas ce qui est en train d'être fait, mais chaque année, on a constaté que des inondations tuent au Niger. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est la même politique qu'on doit adopter, à savoir aménager les infrastructures pour retenir l'eau ou simplement déplacer les populations pour répondre aux exigences de la nature? Je pense que la réponse va varier d'un endroit à un autre. Il y a des endroits où l'aménagement permettra quand même de dégager les zones habitables et les zones non habitables. Il y a des zones où on n'a pas besoin de réfléchir, il faut que les gens quittent ces zones parce que c'est des populations qui se sont installées dans le lit de l'eau, dans l'environnement de l'eau. Et donc, quoi qu'on fasse, ces populations-là seront toujours inondées. Donc, sur la base des études qui sont réalisées, identifier où est-ce qu'il n'y a pas le choix, il faut carrément déplacer les gens et déterminer les zones qui sont habitables, reloger les gens. Mais dans ce processus de relogement, il faut tenir compte du développement administratif de ces zones. Vous ne pouvez pas déplacer quelqu'un qui habite à Agla, qui travaille au cœur de Cotonou, et lui demander d'aller vivre à Alada, ce sera compliqué. Et donc, il faut une politique pérenne, comme l'a dit M. Tossounon, sur plusieurs années. Donc, déplacer, voilà. Rapprocher l'administration des populations déplacées pour faciliter donc les activités. Alain Tossounon va bientôt sortir de cette émission. Vous êtes spécialiste, journaliste spécialiste en eau et environnement. On parle justement des inondations. Qu'est-ce qu'il faut concrètement aujourd'hui retenir lorsque je prends l'Afrique de l'Ouest qui est sous la menace des inondations sur la période de septembre à novembre? Oui. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut vivre avec le phénomène. Il faut s'adapter donc au phénomène. Ça veut dire qu'on ne peut pas arrêter les inondations aujourd'hui. Alors, vivre avec et s'adapter donc au phénomène, ça veut dire qu'il faut apprendre. Il faut donc changer de paradigme, ne pas considérer les inondations comme un malheur, mais plutôt comme une opportunité donc, de développement. Et cela donc, doit se traduire par des politiques nationales, mais aussi régionales au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons un potentiel en matière d'eau au niveau donc, de l'Afrique de l'Ouest. Il faut donc que les pays se parlent. Il y a des cas de concertation au niveau des autorités du bassin. Vous avez l'autorité du bassin du Niger, vous avez l'autorité du bassin de la Volta, vous avez l'autorité du bassin même du Mono qui a été mise en place. Donc il faut que dans ces cadres-là, que l'on puisse réaliser donc, des grandes infrastructures hydrauliques. La CEDEAO a tracé le cadre, des principes, des lignes directrices ont été bien définies. Et je crois que si les pays avec l'appui des partenaires, arrivent donc à réaliser ces grandes infrastructures, ça va un peu amoindrir donc l'intensité donc de ces inondations. Mais aussi, je reviens sur la question donc de l'urbanisation. Il faut redessiner la carte des villes africaines, sans quoi les prochaines années, nous allons donc continuer donc à enregistrer des pertes en vies humaines, mais des dégâts aussi matériels, et ce n'est pas bien pour des pays qui aspirent au développement. Nina Hungé, spécialiste en changement climatique, chargé de projet jeunes volontaires pour l'environnement au Bénin. La problématique, elle est là, on doit pouvoir s'y adapter et vivre avec. C'est ce que Alain Tossounon pense. Est-ce que c'est votre avis aussi? Tout à fait. L'eau sera toujours là. Les changements climatiques, nous sommes partis pour les vivre pendant un long... Elle sera refie. Nous pouvons faire beaucoup de choses, d'accord? De façon à ce que l'eau ne soit plus le problème, mais de façon à ce que l'eau soit une opportunité pour nous. Et il faut repenser le problème dans le sens de ce que les anglophones appellent un disaster risk reduction. La réduction des risques de catastrophe plutôt que la gestion des risques de catastrophe. Il faut penser à une durabilité dans nos actions de façon à ce que les populations soient la première, la cible que nous voulons protéger, que nous ayons toujours en tête que ce qui compte, c'est la survie des populations, c'est leur développement durable et donc bâtir des planifications politiques sur le fait que les communautés sont importantes et leur développement durable est très important. On doit cesser donc de faire donc des populations pendant les périodes d'inondation des mannes financières pour des actions politiques. Mesdames, Messieurs, c'est donc ce qu'il faut retenir essentiellement au cours de cette émission avec nos invités qui honorent Nina Hungé, spécialiste changement climatique, chargé de projet à JVE Bénin, jeune volontaire pour l'environnement, et Alain Tossounon, journaliste spécialiste en eau et environnement. Chacun à tous, merci de nous avoir suivis. Le débat sur les questions de l'environnement, ça se poursuit sur SICA et c'est bien sûr votre émission Ici Ailleurs qui s'y consacre. À très bientôt.